Blood C. Si vous aviez traîné un peu sur YouTube vers 2016, vous avez potentiellement découvert une compilation d'animés ultra gore sans réellement comprendre la raison de cette violence ou pourquoi c'était là ou justement pourquoi c'était aussi gore, merde. Je dis ça car à l'époque j'ai vu une de ces compilations et j'avais un peu oublié, jusqu'à récemment, c'est-à-dire 3 jours avant d'écrire le script. Je suis donc allé voir l'animé de 12 épisodes en streaming en m'attendant à beaucoup de gore et à pas grand chose en plus, car en pensant trouver du plomb, j'ai trouvé de l'or. Avant cela, je vous conseille d'aller voir l'animé avant, pour vous faire une idée avant mon analyse et le résumé en entier, car je vais spoil l'intégralité. Attention tout de même, public averti. Et pour ceux d'entre vous qui veulent voir ces horreurs sans la censure que je vais devoir effectuer, une version non censurée se trouve juste là, dans la description. Allez-y. Vous êtes prévenus. L'animé commence par un monologue, nous demandant qu'est-ce qui définit une personne selon nous et quelle est la raison du mal qui gangrène notre espèce et nous pousse du mauvais côté. Après le générique, nous rencontrons notre héroïne, Saya Kisaragi, en pleine méditation, qui aperçoit une lumière, mais n'arrive pas encore à la saisir ou à comprendre son sens. Saya est ensuite interrompue par son père, Tadayoshi, qui lui fait remarquer qu'elle devrait essayer d'arrêter de tomber sur la tête tout le temps. Je suis sûr que ça lui arrive pas tant que ça. Oh merde. Son père lui demande juste après ça si elle a réussi à saisir la lumière, ce à quoi elle répond qu'elle n'y est pas encore arrivée. On apprend ensuite que la mère de Saya était aussi une prêtresse et qu'elle recevait des visions comme elle. Saya se prépare ensuite pour aller au lycée et s'arrête en chemin au café Guimauve, où l'attend le gérant, Fumito, qui prépare la majorité des repas pour Saya et son père car ils ne savent tous les deux pas cuisiner. Saya repart ensuite du café pour aller vers l'école en chantonnant d'une manière un peu innocente. Je suis sûr que ça va absolument pas dégénérer. Ça serait dommage, non? Comme d'habitude, elle arrive limite en retard à l'école à cause du manque d'attention. Ça pourrait jamais être moi. On y rencontre ici les autres personnages principaux. En premier, il y a Yuka Amino, une sorte de ghost girl très terre-à-terre et très sérieuse. Après, nous avons les jumelles Motoe, donc Nono et Nene, qui sont littéralement les clichés des personnages idol ou loli dans la majorité des animés existants. Ensuite, le délégué de classe, Itsuki Tomofusa, qui lui aussi très sérieux, mais visiblement en crush sur Saya, qui elle évidemment ne s'en rend pas du tout compte. S'ensuit la prof, Kanako Tsutori, étonnamment très peu sévère et passionnée par le folklore et les vieilles légendes. Et en dernier, nous avons le emo boy Shinichiro, un peu mystérieux et distant. Une journée classique se déroule et nous permet de mieux découvrir les personnages. On y voit que Saya, malgré sa maladresse, est plutôt athlétique par exemple. La fin de la journée arrive et Saya rentre chez elle en courant, dans une longue séquence, plutôt anxiogène, sans croiser personne. Sur la route, elle croise un chien qui la fixe droit dans les yeux avant de se remettre en route. Elle arrive au temple et en voyant son père, elle comprend directement ce qui se passe. Son père lui remet un sabre sacré et lui annonce qu'une chimère ancienne est apparue avant de l'envoyer en mission. Dans l'animé, il les appelle enfants aînés, mais je préfère les appeler chimères anciennes. Saya part donc sabre en main pour exterminer ce monstre. Elle arrive face à lui, dégaine son sabre et récite une prière avant de s'avancer. S'ensuit donc un affrontement avec une statue qui, une fois à terre, se munit de mandibules et se met à attaquer Saya, pris au piège sous l'eau. Elle arrive à planter son sabre dans la créature qui à son tour envoie celui-ci hors de portée. Saya court pour tenter de le récupérer, mais l'ancienne chimère tente de l'en empêcher en lui en infligeant coup sur coup. Saya arrive enfin à récupérer son sabre et découpe la créature en lambeaux avant que ses yeux ne laissent apercevoir une couleur sanglante avant de perforer le cou de ces derniers. Saya revient ensuite au temple, couverte de sang, et retrouve son père, rassuré de sa victoire. Notre héroïne aperçoit à nouveau cette lumière, et c'est la fin du premier épisode. Le second épisode commence en plein combat contre une ancienne chimère, et est une reprise du monologue du premier épisode. Saya réussit à trancher la tête de l'ancienne chimère juste après que ses yeux soient devenus rouges. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? La scène d'après, comme dans le premier épisode, représente Saya qui marche vers l'école en chantonnant cette même mélodie, mais cette fois-ci se fait interrompre par Fumito qui lui sert la spécialité de son café, des guimauves. Bon, on dirait plus des loukoums, mais passons. Fumito lui laisse des guimauves pour son repas de midi et lui raconte que ces guimauves laissent la même impression qu'une autre chose, sans lui dévoiler quelle est cette chose. Saya aperçoit à nouveau le chien et tente de le caresser avant que ce dernier s'en aille de manière nonchalante. De manière évidente, Saya est à nouveau en retard et Itsuki tente de se rapprocher un peu de Saya, sauf que celle-ci ne capte absolument rien. Elle est totalement à la ramasse, on dirait moi. À l'heure du repas, Saya demande ce qui laisse la même sensation qu'une guimauve, et les jumelles Loli lui répondent qu'il parlait évidemment d'un baiser, la mettant dans tous ses états. Elle aperçoit ensuite Shinichiro et lui propose de partager une part de son repas avec lui, car il n'a rien à manger. Ce dernier accepte à contre-cœur et lui fait remarquer son pansement en disant « Après cela, Saya aperçoit à nouveau la lumière avant de s'étaler comme une crêpe. En revenant au temple, son père l'attend et lui révèle que sa mère est morte en affrontant une chimère ancienne,
Saya lui promet de vaincre toutes les chimères anciennes et de protéger tout le monde. Elle part à nouveau pour affronter une de ces créatures et lui fait mordre la poussière, après un combat difficile, montrant à nouveau ses iris rouge sang. Le troisième épisode débute au café Guimauve. Fumito tente d'apprendre à Saya comment faire la cuisine, et elle réussit à préparer quelque chose sans se trancher 3 doigts. Ah, il y a du progrès. Elle retourne vers l'école et chantonne. Et elle y recroise le chien, et arrive à le prendre dans ses bras avant de se remettre en route vers le lycée. Elle se remet en route vers le lycée, où évidemment elle arrive en retard, et du coup en punition, elle aide à ranger le local de chimie avec la prof Tsutsitori, qui lui raconte qu'elle était chercheuse dans un autre domaine avant de devenir prof. Ah, ok, je pense qu'il faut retenir ça. Saya revient ensuite en classe et apprend qu'ils n'ont pas cours l'après-midi, donc les jumelles Motoe, Yuka et Itsuki vont ensemble au café Guimauve pour le goûter. Itsuki tend à nouveau une perche longue comme mon bras à Saya, et évidemment, elle capte rien à nouveau. Saya, s'il te plaît, fais un effort, là c'est obvious quand même. En plein milieu du goûter, un policier rentre dans le bar et déclare que le boulanger est porté disparu depuis 2 jours et qu'il n'est pas revenu depuis. Saya s'inquiète et suspecte de suite une ancienne chimère d'en être responsable. Le groupe se sépare après le goûter et Saya part à nouveau à la chasse. Elle traverse la ville déserte et aperçoit le boulanger, visiblement en transe, se diriger vers une station de métro désaffectée. L'homme se tient sur le quai, immobile, et les rails se mettent à trembler alors qu'un train passe le tunnel et arrive en gare. Eh mais attends, mais c'est une référence à Kisaragi Station ça? Et si jamais j'ai besoin de le prouver, le nom du personnage principal c'est Saya Kisaragi, donc ça ne peut être que ça, non? Un train arrive en gare et le boulanger monte dedans avant de reprendre conscience et de se faire étriper par des tentacules sous les yeux de Saya qui à son tour rentre dans le train. Les portes se referment et Saya est sur ses gardes, quand tout à coup le train se met à l'attaquer et se révèle comme étant une entité. Ah, je sais plus où j'ai vu ça mais j'ai définitivement vu quelque part. Au cas où, le manga Demon Slayer est sorti 5 ans après cet animé. Saya affronte donc le monstre, mais pas sans difficulté, jusqu'à ce que ses yeux deviennent rouges et là elle prend le dessus. Ok, donc ses yeux rouges c'est une sorte d'ultra instinct ou un truc du genre, ok, je prends note. Saya tranche les tentacules du monstre et les viscère sans pitié, laissant un bain de sang derrière elle. La créature cependant, avant de mourir, lui dit d'honorer le pacte. Un pacte? Pas sûr de comprendre là. Le lendemain, Saya pense encore aux mots de la créature, et en parle à son père, qui lui dit d'ignorer les mots de ses monstres et qu'ils essaient de la perturber en agissant ainsi. Saya se rend ensuite à l'école dans une nouvelle séquence de marche. Cette fois-ci, elle arrive à l'heure à l'école, mais la disparition du boulanger commence à inquiéter. À l'heure du repas, Saya aperçoit ensuite le chien qui grimpe dans un arbre. Cette dernière le suit et tombe en plein sur Shinichiro qui essayait de la rattraper. S'ensuit une petite conversation, à la suite de laquelle Saya offre à nouveau une part de son pique-nique à Shinichiro. Celui-ci accepte à nouveau à contre-cœur. De retour au café Guimauve, Saya raconte ce qui s'est passé à Fumito. Elle a ensuite une nouvelle vision où elle y aperçoit du sang. La nuit, elle repart à nouveau à travers la ville, munie de son sabre pour y affronter une ancienne chimère. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. 3 pêcheurs se font attaquer par ces créatures, et l'une d'entre elles semble contrôler les 2 autres. Saya, malgré les efforts, n'arrive malheureusement pas à protéger 2 pêcheurs qui se font dévorer vivants. La créature contrôlant les 2 autres commence à lui parler, et contrôle les autres chimères pour distraire son attention et lui servir de bouclier. Encore une mention du pacte, tiens donc. Et maintenant, on a la connaissance d'un événement appelé Mardi Gras. Ah, ça me dit rien qui vaille tout ça. Les yeux de Saya deviennent rouges, elle prend le dessus et extermine les anciennes chimères avec une facilité déconcertante. À la fin du combat, Saya se rapproche du dernier pêcheur pour se rendre compte qu'il était déjà mort. Elle revient donc au temple après le combat, mais elle a l'air plus perturbée par son inhabilité à sauver les pêcheurs que par ses blessures. Le lendemain, Saya revient sur les lieux de l'acte et subit tout à coup un très gros mal de tête. Elle croise la route de Fumito qui s'inquiète de son état. Le soir, son père arrive au café et retrouve Saya endormie. Juste après cela, c'est à nouveau la même routine. Cette fois-ci, la chimère se cache dans la brume et attaque Saya avec un bâton. Ne sachant pas où donner de la tête, Saya tente de l'attaquer mais n'arrive pas à la voir. La chimère nargue Saya en lui disant qu'elle est faible et qu'elle ne comprend pas comment elle aurait pu trancher ses camarades. Avec la brume, Saya n'arrive pas à voir son adversaire et subit de nombreux coups. Elle arrive à démasquer son adversaire pour révéler une créature avec une tête d'œil. Celle-ci révèle ensuite que le pacte a été effectué entre eux et les humains.
Mais avant de révéler plus, la conversation se fait interrompre par les fées gobelins qui attaquent une fille. Ok, je pensais pas dire cette phrase aujourd'hui, mais ok. Saya tente tant bien que mal de tuer la chimère, mais celle-ci, se cachant dans la brume, arrive à prédire ses mouvements. Saya révèle à nouveau ses yeux rouges et dissipe le brouillard avec un coup de sabre, et découvre qu'un fil était attaché à son sabre, révélant à l'avance ses actions. Saya fonce ensuite vers la créature et l'empale avec sa main. Putain, chapeau. Elle se tourne ensuite vers la fille qui s'était fait attaquer, et elle s'enfuit en courant. Saya revoit ensuite le chien et s'évanouit mystérieusement. Le jour d'après, Saya est au lycée, et vu qu'il pleut, le cours de sport est remplacé par des histoires de fantômes. Ah putain, si seulement c'était comme ça dans la vraie vie. Ça aurait été tellement mieux qu'avoir badminton ou step. Itsuki raconte donc une histoire, ensuite suivie par la prof, qui récite une légende similaire à ce qu'est en train de vivre Saya. この町にはね、昔から人ではないものが住まっているんですって。けれど、どれも皆同じなのは見つかり襲われればただ食われていくだけだった。人でないものにとって人は糧でしかないから。Je vois. Saya est donc de retour au temple après s'être évanouie et se fait interrompre par Néné. Et je vais vous laisser la scène juste pour vous voyez par vous-même. Alors, j'ai réellement sursauté à ce moment-là IRL, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Saya protège Néné de l'attaque du monstre et cette action signe la fin du 5e épisode. Ok, bon, là ça commence à dégénérer. L'épisode 6 commence donc directement avec un combat. Saya essaie de protéger Néné de l'ancienne chimère, mais n'a pas son sabre en sa possession. Elle conjure Néné de la suivre pendant qu'elle récupère le sabre, mais il est déjà trop tard. Ses yeux deviennent immédiatement rouges et elle massacre la créature, mais il était déjà trop tard. Elle n'a pas réussi à sauver son ami. Son père la retrouve le soir et lui dit d'aller se reposer, et il l'endort avec, de l'hypnose ? On va dire que c'est de l'hypnose. Saya se réveille le lendemain, encore sous le choc, lorsque quelqu'un frappe à sa porte. C'est Fumito, et il est là pour prendre de ses nouvelles et lui apporter à manger. Le lendemain... oui, ça fait beaucoup de time skip, mais comme je dis, c'est comme ça. Le lendemain, Saya retourne à l'école, cette fois-ci munie de son sabre. Les élèves de sa classe sont rassurés de la voir revenir, mais s'inquiètent beaucoup de la disparition de Néné. Nono, quant à elle, ne vient plus en cours depuis l'événement. Ça me dit rien de bon tout ça. La prof annonce que la police a décidé de fermer l'établissement durant l'enquête, pour éviter de futures disparitions, et leur donne à la classe de rentrer chez eux le plus vite possible. Saya rentre donc chez elle, et se fait interrompre dans ses pensées par une voix mystérieuse. La voix appartient au chien, que l'on a vu plusieurs fois avant, mais avant de comprendre pourquoi, Nono apparaît derrière Saya, et demande des explications, sa sœur ayant disparu en lui rendant visite. Soudainement, une ancienne chimère surgit de Nono et commence à attaquer. Pour échapper de son étreinte, Saya pousse Nono hors de son chemin. Le bruit de leur dispute attire des personnes dans la rue, et l'ancienne chimère commence à faire un massacre en ville, avant d'absorber ses victimes et de se rapprocher de Saya. Un combat débute donc entre l'ombre et Saya, durant lequel l'ombre tue quelques passants supplémentaires, de manière totalement gratuite. Les yeux de Saya deviennent instantanément rouges, mais elle n'arrive pas à lancer d'attaque, car le monstre se sert de Nono comme bouclier, en dévorant d'autres personnes et en les absorbant à son tour. Saya se fait aussi absorber dans l'ombre, et arrive à reprendre conscience et à tuer l'entité de l'intérieur. Cependant, une fois de plus, il était déjà trop tard, et Nono est réduite elle aussi en charpie, sous les yeux du chien qui lui murmure. Kizuke, Saya. Oh là, ça commence à dégénérer fort là. L'épisode 7 commence par une conversation entre le père de Saya et un policier investiguant la disparition des jumelles. Saya avoue à son père qu'elle est frustrée de ne pas avoir pu sauver ses amis. Elle promet donc à son père de redoubler d'efforts. On a ensuite une continuation du monologue que l'on avait au début. Je n'ai pas inclus tous les passages dans le résumé car ça aurait légèrement cassé le rythme. 約束だ。二人で試すと決めたことに、二人の主張、どちらが正しいのかを証明するための実験だけれど、さて。 準備に取り掛かろうか。Saya. Saya et son mystérieux interlocuteur ont donc réalisé une sorte de pari. J'ai du mal à tout cerner là. Saya se réveille, sort du temple et croise à nouveau le chien, qui lui révèle qu'il est aussi une chimère. Elle lui demande pourquoi il s'est présenté à elle. Il lui répond que cela serait pour exaucer un vœu.
Elle lui pose la question évidente de qui est-ce qu'il a envoyé ici pour exaucer son vœu. Ce à quoi il répond qu'il ne peut pas révéler l'émetteur, ni la nature de ce dernier. Il ne donne pas grand-chose là, c'est louche. Le jour suivant, Saya se met en route en ville à cause d'un pressentiment qu'une chimère va apparaître. Durant sa patrouille, elle passe par l'école et tombe face à la prof qui lui rappelle que les cours sont encore annulés et qu'ils risquent d'être annulés pendant un moment. La prof spécule qu'il serait possible que les créatures de sa légende aient dévoré les jumelles. Saya rentre donc chez elle et croise un policier sur sa route en train de patrouiller. 学校？はい。今日は休校になったはずだよ。すみません。連絡前に家から出てしまって。そっかそっか。なら早く家に帰った方がいいよ。朝早いって言っても何が起きるか。Le policier se fait attaquer par une chimère qui sort de l'eau et attaque Saya avec 4 énormes lames. Cette dernière dégaine son sabre et contre-attaque. Après sa frappe, cette dernière fixe Saya en déplorant la faiblesse de cette dernière. La chimère charge en direction de Saya et arrive à la toucher à multiples reprises. Celle-ci déclare qu'à l'époque elle n'aurait aucun mal. Saya comprend que la chimère parle peut-être de sa mère l'ayant combattue avec l'épée sacrée. La chimère plante son sabre dans le sol et rit au nez de Saya en disant que son père lui aurait menti sur l'épée et qu'apparemment elle ne serait pas si sacrée que ça. 神妙な顔でもして神道だとお前に渡してこれはおかしい笑うな忠義がお前に我らを倒せなどといや誠にアホなのか黙れ Le combat continue et la chimère continue à parler et annonce que ce sont les humains qui mentent, en brisant le pacte avec leurs mensonges. Saya se prend coup sur coup et est sur le point de se faire tuer, quand tout à coup la chimère annonce qu'elle ira tuer son père après elle. Les yeux de Saya deviennent rouges et la chimère s'exclame qu'il est content qu'elle soit revenue. Ok, donc il y a un truc en plus, c'est évident. Et en une frappe, Saya extermine la chimère, qui avant de mourir, lui dit d'aller demander à son père qui elle est vraiment. Saya ensuite tranche la chimère en deux et se fait surprendre par Shinichiro alors qu'elle est couverte de sang. Alors bon... L'épisode 8 commence avec une interaction quelque peu particulière, dans laquelle Shinichiro emmène Saya loin de la scène après être rassuré que ce ne soit pas son sang présent dans la mare. Bon, ok. Je veux bien que le cliché de la meuf avec du sang partout, c'est pas bien, patati patata, l'instabilité mentale, c'est pas sexy. Mais mec, elle est couverte de sang, elle a un katana et il y a un cadavre qui fait 4 fois la taille d'un être humain à côté. Merde, tu veux pas lui poser une question avant? Saya explique que le monstre devant elle est une ancienne chimère, et Shinichiro la croit comme ça. En même temps, il y a le corps à côté. Mais c'est rapide là quand même, non? Ce dernier la raccompagne au temple. Attends, tu vas me dire qu'elle passe dans la ville avec autant de sang sur elle? Ah mais attends, c'est vrai. Il y a jamais personne là où elle est. C'est bizarre ça aussi. Saya prend en commun et wow. J'ai échoué là, ok. Les gens sur la version non censurée. Ça va? Vérifiez que vous saignez pas du nez. On sait jamais. Bref, le chien regarde tranquillement Saya prendre son bain. Pervers va. Celui-ci fait remarquer à cette dernière sa capacité à guérir ses blessures extrêmement vite. Saya n'y voit rien d'anormal et trouve même cela très pratique. Évidemment, je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Cette dernière ne se rappelle toujours pas à qui elle a fait cette promesse de sauver tout le monde. Saya a à nouveau une vision et se rappelle plus amplement du pari qu'elle a effectué avec cette mystérieuse figure avant de presque s'évanouir à nouveau. Le chien enchaîne ensuite en disant qu'elle se souviendra à nouveau dans peu de temps. De retour en classe, elle recroise à nouveau ses camarades de classe, mais avant même de pouvoir discuter à nouveau, une des élèves aperçoit quelque chose dans la cour de récré. Oh non. Censure time. La chimère ancienne aperçoit les élèves et se met à foncer vers la classe, en enfonçant le mur et en tuant absolument tout ce qui bouge à l'intérieur. Ok, la version censurée, vous allez pas voir grand chose, mais croyez-moi, c'est un massacre. Devant cette situation, Saya décide de prendre les choses en main, dégaine son sabre et fait face à la créature. Saya fait donc face à la créature pour tenter de sauver ses camarades de classe, mais la créature n'a pas l'air intéressée par cette dernière et essaie juste de ne laisser sortir personne. Et oui, c'est un putain de massacre. Saya se bat contre la créature mais n'arrive à sauver aucun de ses camarades qui meurent comme des mouches les uns après les autres. La chimère revient à la charge et s'apprête à l'achever quand soudain, Itsuki distrait la créature avec un extincteur, permettant à Saya de s'échapper. Les élèves s'étant réfugiés sur le toit se font aussi massacrer. Faut vraiment que je trouve un synonyme à ce mot. Ah, c'est bon, j'ai. Les élèves sur le toit se font aussi étriper, sans merci, un par un. Oh, ses yeux sont devenus rouges. You know what that means? Fish! La créature bondit sur Saya, qui lui tranche une jambe, puis la langue, et toutes ses pattes, et qui l'achève d'un coup la tête, et d'une chute de 3 étages, et de plus de coups de sabre. Ça fait beaucoup là quand même, hein. Après le massacre, Itsuki retrouve Saya en train de pleurer de n'avoir pas réussi à les protéger. Itsuki lui demande soudainement qui elle est vraiment.
C'est la deuxième personne qui lui demande ça. Elle lui répond qu'elle est elle-même et rien de plus. Ils sont ensuite rejoints par leur professeur, visiblement envie elle aussi, demandant これ全部あなたが殺したの？ Ok bon, les choses sont cheloues maintenant. Saya est encore sous le choc de ne pas avoir réussi à sauver ses amis. En même temps, normal quoi. Le chien lui annonce ensuite, de manière un peu sordide, que la fin approche. Ok. Elle reçoit ensuite la visite de Shinichiro, venu prendre ses nouvelles, ce dernier est rassuré de l'avoir en vie. Saya se demande ensuite pourquoi est-ce que sa classe était la seule à être à l'école, alors que les cours avaient officiellement repris. Shinichiro reste étrangement silencieux face à cette question, il répond juste qu'il s'inquiétait pour elle en la prenant dans ses bras. Ah, c'est mignon. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y avait que sa classe au lycée? Les deux se font ensuite interrompre par le père de Saya qui lui conseille de rentrer chez lui, car il est dangereux d'être dehors aussi tard. C'est ce qu'il fait. Saya demande ensuite la question fatidique à son père. Qui est-elle vraiment? 私母様の名前がわかりません。 Ah non, nevermind, elle veut juste savoir le nom de sa mère. Mais Saya, putain, fais un effort, merde, on s'en fout du nom de ta mère! Avant de pouvoir lui répondre, Saya et son père se font attaquer par une ancienne chimère. Son père lui envoie le sabre et elle commence à combattre la créature qui évite ses attaques de manière nonchalante. La chimère entend un bruit et s'éloigne soudainement de Saya. Ce bruit, c'est Shinichiro qui monte les marches à toute vitesse. T'es vraiment un personnage de film d'horreur, toi. C'est terrible, hein? Avant qu'il puisse réagir, Shinichiro se fait dévorer vivant par la créature et les yeux de Saya deviennent à nouveau rouges. Elle fait face à la créature qui lui demande à nouveau pourquoi elle est en colère. Saya a ensuite à nouveau une vision de ce mystérieux interlocuteur. Oh mais attends, j'ai l'impression de reconnaître, mais je suis pas sûr. Ok. Eh bien, c'était rapide. Wow. Son père vient ensuite la voir et Saya demande enfin qui elle est avant de s'évanouir. Enfin putain, ça en aura pris du temps. Le lendemain, Saya se rend au café Guimauve pour déjeuner et elle y rencontre sa prof qui lui demande si elle pourrait jeter un œil aux archives de son temple. De retour au temple, dans la salle des archives, la prof feuillette brièvement les ouvrages avant de changer brusquement de comportement. いつまでこんなバカなお遊びを続けるつもり？この本を見て気づかない？この紙新しい。 Saya consulte ensuite les autres ouvrages pour se rendre compte qu'ils sont tous neufs et vides et elle est choquée de cette découverte. Elle entend ensuite la voix des jumelles à l'extérieur. Attends, quoi? Elle se retourne et les aperçoit dans l'encadrement de la porte. ノノさん。ネネさん。そう、ノノでーす。ネネでーす。さやちゃんならわかるでしょ？私たちが本物だって。もうそろそろ終わりにしましょう。こんな茶番劇は。Ok, donc il cachait clairement tous quelque chose. Ok, donc ils cachaient tous quelque chose, mais ça ne nous explique pas pourquoi ils sont vivants alors qu'on les a clairement vus mourir. Apparemment, ils auraient tous été engagés pour une raison particulière, et de ce qu'ils disent, ces amis sont encore vivants, mais les autres personnes qui sont mortes pour de vrai. Mais c'est ultra fucked up. Et elles ont survécu grâce à un petit artefact qui repousse des chimères. Shinichiro apporte une fiole de sang qu'il a récupérée sur une ancienne chimère à Kanako. Shinichiro fait boire le sang à Saya, qui retrouve peu à peu la mémoire. On a donc la vision de son combat contre les hommes de main de la voix mystérieuse. On apprend aussi qu'après chaque combat, Saya consomme le sang des anciennes chimères sans jamais s'en rappeler. Et si l'on croit ce que raconte Kanako, Saya elle aussi est une ancienne chimère, mais différente du reste. Et l'expérience consiste à effacer les souvenirs de Saya pour voir si elle redeviendrait comme avant. Et en lui faisant boire du sang, ces 4 FDP, acteurs, n'ont pas suivi le script. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Et du coup, chaque acteur a une raison particulière pour expliquer sa présence ici. Pour Etsuki, c'est de l'argent. Pour les jumelles Motoe, c'est pour se faire pardonner de crimes plutôt graves qu'elles ont commis et qu'elles sont en train de commettre. Parmi ceux-là, attendez. Ok,
Je vais les afficher pendant 10 frames. 3, 2, 1... What the fuck? Et pour Kanako, elle est ici pour voir à quoi ressemblait réellement Saya, mais aussi pour assister à un Mardi Gras. On a enfin l'explication de ce que c'est. Eh bien, c'est un festin où les monstres mangent des personnes. Beaucoup de personnes. Et la raison pour laquelle Saya redevenait normale à chaque fois, c'est dû à des drogues qui lui sont régulièrement administrées, ainsi que de l'hypnose. Oh, ok. Elle lui fait donc boire le reste du sang dans l'espoir qu'elle redevienne comme avant. En plein milieu de leur action, une ancienne chimère sort de terre et se met à les chasser. Ils traînent donc Saya à l'écart, mais se font barrer la route par Itsuki et Yuka, qui font aussi partie de l'expérience. Ils leur demandent qu'est-ce qui se passe et la raison de pourquoi ils n'ont pas rapporté les changements chez Saya. Nene et Nono rejettent immédiatement la faute sur Kanako et se font remettre en place par Itsuki et Yuka. Et après un débat de qui l'a fait un peu tendu, une autre personne arrive sur les lieux. こんなこと続けてたらサヤの記憶は戻らないわ。私が世間に発表できないじゃない。まずいじゃん。バレたらもみ消してもらえないじゃん。うるさい。このままじゃ学会追放よ。サヤの記憶さえ戻ればきっとあいつを。僕を？僕をどうするっていうのかな? Fumito avoue simplement que le café qui lui servait était drogué avec des amnésiques. Les jumelles Motoe essaient de se justifier et de se faire pardonner, mais Fumito ne se laisse pas berner. Il demande à Kanako de lâcher Saya, qui s'exécute immédiatement avec horreur. Saya se souvient enfin de l'identité de son interlocuteur, qui n'était autre que Fumito lui-même, révélant qu'en ayant cherché dans les dossiers secrets du gouvernement japonais, il aurait trouvé une mention du fameux Mardi Gras et de l'accord passé entre les anciennes chimères et le gouvernement. Et cet accord lisait les jumelles Motoe demandent gentiment la permission de pouvoir partir, ce à quoi Fumito répond alors, pour la version censurée, je vais reproduire les morts à l'écran par mes propres moyens, c'est-à-dire mal. Pour la version non censurée, bah... Qu'est-ce que je fais de ma vie, putain? Kanako tente ensuite de s'enfuir mais se fait rattraper par la chimère. Mais avant de se faire dévorer, Saya intervient et étripe la créature en la tuant de l'intérieur. Kanako, absolument terrorisé, tente de fuir et demande de l'aide au père de Saya, qui la dévore vivante. Tadayoshi était en vérité la chimère spéciale qu'avait utilisé Fumito pour capturer Saya. Il est en fait le résultat d'une union entre une chimère et un humain. Fumito avoue ensuite de manière totalement désinvolte que le sang de Saya permet de contrôler les chimères. C'est donc lui qui a contrôlé toutes les chimères depuis le début. S'ensuit donc un combat contre Tadayoshi que je trouve beaucoup trop stylé, mais que je ne vais pas laisser en entier. Mais genre, juste allez voir la série, genre, même en sachant tout ça. Vous allez voir que beaucoup d'éléments au cours du manga ont plus de sens en sachant tout ça. Les livres clairement neufs dans les archives, l'unique classe présente au lycée, le vide absolu dans la ville, le fait qu'elle ne soit absolument pas suspectée, alors que franchement, bah y aurait de quoi. Bref, le combat contre Tadayoshi est plutôt cool, et il se transforme sous sa forme chimère en plein milieu. Aux portes de la mort, Saya arrive à apercevoir la lumière et à la saisir. Fumito tente de s'en aller, mais Saya ne veut pas lui pardonner pour ce qu'il a fait. Fumito fait donc appel à une chimère et... Oh non. Oh merde.
Saya tranche la créature en deux et part à la poursuite de Fumito, mais se fait stopper par des soldats. Itsuki plaque le soldat au sol pour venir en aide à Saya, mais se fait mitrailler à sa place. Elle me troue le cœur cette mort. Bon, si vous êtes arrivé ici, vous savez déjà certainement ce qui se passe. La version censurée, désolé pour vous, mais je vais devoir résumer ça très vite. Bref, les lapins et l'armée tuent tout le monde. Les seuls survivants des acteurs sont donc Fumito et Yuka, qui a participé à l'expérience pour pouvoir devenir politicienne. Gouverneur de Tokyo précisément. Pas dégueu. Pas dégueu. Saya se fraye un chemin à travers le champ de bataille en tuant les chimères sur sa route. Elle arrive à trouver l'original et la découpe en lambeaux, tuant le reste des lapins. Fumito et Yuka s'échappent en hélicoptère, mais Saya arrive à sauter depuis une barrière vers ce dernier. Saya se réveille donc le jour d'après, quasiment guéri de ses blessures, et se met en route pour traquer et tuer Fumito pour lui venger de ce qu'il lui a fait subir. Et c'est la fin de Blood C. Apparemment il y aurait une suite dans un film d'1h30 que je n'ai pas encore vu, mais si j'en crois internet, il est pas trop mal. Donc c'est cool. Bon, on a fini l'histoire, maintenant on va passer dans quelque chose de plus concret. Alors si vous n'avez pas tout suivi, laissez-moi faire un résumé très rapidement. Saya est un être semi-immortel qui se nourrit du sang d'êtres lui ressemblant. À un moment durant sa vie, elle s'est faite capturer par Fumito, qui avait utilisé une autre entité lui ressemblant, Tadayoshi. Saya a ensuite fait un pari avec Fumito pour tester si la perte de son identité lui ferait devenir une nouvelle personne quand elle retrouverait sa mémoire, un peu à la manière d'un Jason Bourne. Saya a gagné le pari en montrant qu'elle n'a pas tant changé que ça, et Fumito va donc essayer de lui faire briser son pacte de non-agression sur les humains, en combattant contre elle. Du moins, c'est ce qui se passe dans le film. Fumito, pour ce pari, a donc monté un environnement de toutes pièces et engagé des acteurs, qui recherchaient une chose particulière. Shinichiro, de l'argent, Nene et Nono, de continuer leurs activités illicites et de ne pas aller en prison. Kanako, d'éviter de se faire blacklister et publier un article qui la rendrait célèbre et lui redonnerait sa crédibilité. Yuka cherchait un petit coup de pouce pour entrer dans la politique. Et Itsuki, de ce que je lis sur le wiki, était sous couverture pour surveiller les agissements de Fumito. Itsuki était la seule personne du cast à être un minimum honnête. À côté des acteurs se tiennent des figurants, donc certainement des citoyens ordinaires engagés par Fumito pour juste vivre dans cette ville et passer un peu de bon temps durant l'été contre une petite somme. Sauf que bon, à la fin, on sait ce qui se passe. Pour éviter que des informations s'ébruitent, Fumito ordonne à la chimère de tuer tous les figurants encore en vie. Grâce au sang de Saya, Fumito peut donc contrôler les chimères à sa guise et protéger n'importe qui de leur colère avec ce genre de porte-clés. Je crois qu'on est bon sur le résumé expéditif, passons à la suite. Blood C est en réalité le troisième opus de la saga Blood, composé de Blood, Blood Plus et Blood C, tous les trois illustrés par le studio Clamp. L'anime est produit en collaboration avec Production IG, un studio d'animation de compositing et d'effets spéciaux ayant produit l'anime Ghost in the Shell, The End of Evangelion et ayant notamment travaillé sur Princess Mononoke et d'autres productions comme Kill Bill, Attack on Titan et plein d'autres. Exploration. Quant à Studio Clamp, il s'agit d'une petite boîte de production composée de 4 femmes qui ont travaillé sur énormément de médias, comme par exemple Sakura chasseuse de cartes, et notamment sur de Chara Design pour Code Geass et pour Tekken 6. Pour cette prochaine partie, j'aimerais parler un peu de la direction artistique. J'aime beaucoup le style de l'anime. Il me fait un peu penser à Corpse Party dans le Chara Design. Les OST quant à elles sont vraiment sympathiques, elles ont toute une sorte de leitmotiv, donc un pattern qui se répète et va être bien dans l'ambiance, et surtout elles n'ont pas de copyright. Bah oui, c'est important quand même. L'animation varie de très bonne à moins bonne, comparée à certains médias sortis la même année, c'est-à-dire en 2011, on a Madoka Magica, qui est peut-être un peu mieux animé, mais moins bon en termes de qualité de dessin je trouve. Quant au sound design, pareil, on passe de très bon à moins bon. Certains sons sont parfois un peu mal choisis, mais bon, c'est peut-être juste parce que je chipote. Quant au voice acting, là on touche le gros lot. Les personnages font réels et attachants, malgré leur véritable attitude de fils de pute. Bon, après avoir parlé de ce qui était beau, on va parler de quelque chose qui l'est encore plus. Le gore. Et il est temps maintenant de parler de l'éléphant dans la pièce. Le gore. Beaucoup diront que le gore n'était pas forcément nécessaire, mais honnêtement, sans le gore, eh bien on n'aurait jamais connu cet animé. Et puis finalement, quand on y pense, le gore dans Blood C me rappelle beaucoup ce que l'on peut trouver dans notre monde à nous, dans le monde animal. Quand des prédateurs comme des lions ou des tigres tuent leur proie, ils y vont pas de main morte et ils essaient pas de lâcher le plus vite possible. Le parfait exemple, eh bien, c'est les chats, qui adorent jouer avec les souris quand elles sont encore vivantes. En termes de cruauté, les chats, c'est ultra vénère. Les anciennes chimères ne font que répliquer ce format,
car finalement, quand tu es infiniment plus puissant que ta proie, pourquoi ne pas jouer avec avant de l'achever? Bref, sans le gore, TCG à 14 ans n'aurait jamais découvert cet animé. Et je suppose que ça serait pareil pour vous du coup. Le retour du public sur la série est vraiment mixte, certains ont adoré et certains ont détesté. La principale critique que j'ai lue sur l'animé était un soi-disant problème de rythme, notamment sur les séquences où Saya marche en chantonnant ou sans chantonner. Mais au contraire, je trouve que ces séquences sont vachement importantes, car avec la connaissance du scénario, on peut directement voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Ces séquences sont à la fois reposantes mais aussi un peu anxiogènes, car depuis Happy Tree Friends, les chansons de Leaf ou plus récemment Sprunky, on est habitué à se méfier quand un média semble trop beau ou trop mignon. Le rythme de l'animé s'accélère de plus en plus à mesure des épisodes, et c'est fait exprès, car si on est directement dans l'action comme dans Demon Slayer, eh ben il y a beaucoup moins de suspense. Car au début, les monstres attaquent la nuit, loin de tout le monde, puis en ville, de nuit, en dévorant des gens, puis en ville 2 jours, dévorant plein de gens, puis 2 jours devant une classe entière. Vous voyez ou pas? La progression cherche à nous faire demander quand est-ce que ça va éclater, mais finalement jusqu'au dernier épisode, il n'y a pas tant de moments gore que ça en fait. En particulier le passage où Néné se fait attaquer, j'ai réellement sursauté à ce moment-là car je m'y attendais pas du tout. Après, en ce qui concerne mon opinion, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Je regarde de moins en moins les médias en fonction de leur apparence, et j'aime bien me plonger dans l'histoire et suivre le scénario plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai adoré Yu-Gi-Oh! Malgré son côté ultra kitsch et sa 3D primitive. Et je trouve quelque chose de particulièrement fascinant dans les médias plus anciens. Si on les compare à des médias plus récents, comme par exemple Jujutsu Kaisen, on se rend compte qu'on a énormément évolué sur tout ce qui est sound design, illustration, animation, effets spéciaux, mais pas forcément sur les scénarios. Blood-C possède quelques thèmes majeurs et aborde quelques problèmes de notre société. Le premier parmi eux est l'hypocrisie humaine, ou sinon de faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, représenté par les acteurs. Seuls Yuka et Itsuki étaient un minimum sympathiques avec Saya. On peut ajouter à cela la critique de l'avarice et de l'appât du gain, représentée aussi par les acteurs. Le second thème, je dirais, se rapproche plus de l'éthique, et de jusqu'à où on est capable d'aller pour prouver quelque chose. Dans ce thème-là, je peux aussi englober les expériences où l'on traite des personnes comme du bétail, mais qui avaient quand même permis des avancées phénoménales aux dépens de la vie de milliers de personnes. Et du coup, quelle serait la morale à retenir dans tout ça? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça finalement. Je dirais peut-être juste l'honnêteté, savoir s'intéresser à une personne sans attendre quoi que ce soit en retour, savoir dire quand on n'aime pas quelque chose chez une personne, mais surtout savoir le dire en face, peut-être que ça l'aidera à changer. Ou sinon, être juste soi-même, et arrêter de se cacher derrière cette façade que l'on se crée pour paraître plus beau aux yeux du monde, car cette façade dans les yeux de ceux qui t'aiment pas, elle sert à rien. Et finalement, savoir prendre sur soi, pour pouvoir se relever, ne pas faire les mêmes erreurs, et passer au-dessus et devenir plus fort. La vie est trop courte pour s'attarder sur l'apparence et l'image que les gens ont de toi. Sois la personne que tu veux être en respectant ceux qui sont autour, et peut-être qu'ils te respecteront aussi. Bref, joyeux Noël tout le monde. Profitez bien des moments que vous passez avec ceux qui comptent pour vous. C'était TCG, et je vous dis bonne année, bonne santé, et tu feras gaffe. Il y a un lapin derrière toi. Il va te buter.